On va se plonger aujourd'hui dans une sorte d'enquête policière. Sauf que la scène de crime, ce n'est pas une ruelle sombre, non. C'est notre ressource la plus essentielle, la plus vitale, l'eau. Notre mission, c'est de comprendre comment les scientifiques jouent les détectives pour évaluer sa santé et surtout pour la protéger. Regardez bien ce chiffre, 1%. Ça peut sembler minuscule, pas vrai? Mais attention, c'est peut-être l'un des pourcentages les plus importants pour notre survie. Imaginez, sur toute l'eau de la planète, seulement 3% est de l'eau douce. Et sur ces 3%, on n'a accès facilement qu'à 1%. Tout le reste est gelé ou trop profond. Ce 1%, c'est tout ce qu'on a. C'est une ressource d'une rareté incroyable. Alors, dans notre enquête, qui sont les principaux suspects? Bon, il y a les suspects évidents, les déchets de nos maisons, les rejets des usines, mais le crime est plus complexe. Il y a aussi des coupables plus discrets, comme le ruissellement agricole qui transporte pesticides et engrais, ou celui des villes qui charrient toutes sortes de polluants. Et même l'air est complice, via les pluies acides. Les menaces viennent absolument de partout. Bon, face à un crime d'une telle ampleur, il faut un détective à la hauteur, un expert, capable de dénicher les indices les plus fins et d'analyser les preuves. Eh bien, ce détective, c'est une science, l'écotoxicologie. Et attention, ce n'est pas une histoire récente, loin de là. Ça a commencé avec les premières villes qui utilisaient les rivières comme des poubelles. Puis, avec l'ère industrielle, on est passé à un tout autre niveau. Des milliers de nouveaux produits chimiques ont été déversés sans qu'on se pose trop de questions. Le problème est devenu tellement énorme, tellement complexe, qu'en 1969, un professeur français, René Troao, a dit « Stop, il faut une nouvelle approche, une nouvelle science ». Et il lui a donné un nom, l'écotoxicologie. Alors, concrètement, l'écotoxicologie, c'est quoi? L'idée, ce n'est pas juste de regarder l'effet d'un poison sur, disons, un seul poisson dans un bocal. Non. On prend du recul. On regarde l'impact d'une substance sur tout l'écosystème, des plus petites bactéries jusqu'à l'humain au sommet de la chaîne. C'est une vision d'ensemble. Pour bien comprendre la différence, on peut comparer avec la toxicologie classique. La toxicologie classique, c'est un peu comme un médecin qui se concentre sur un seul patient. L'écotoxicologie, elle, c'est l'épidémiologiste. Elle ne regarde pas juste un individu, elle analyse la santé de toute une population, de tout un quartier, et comment un polluant peut tout dérégler. Ok, on a notre détective, maintenant il est temps de se pencher sur le crime lui-même. Comment ces polluants agissent-ils? C'est quoi leur mode opératoire? Il y a, en gros, deux manières de faire des dégâts. La première, c'est le coup de poing, la toxicité aiguë. C'est l'accident industriel, le déversement massif qui tue tous les poissons d'une rivière en quelques heures. C'est très spectaculaire. Mais le vrai danger, souvent le plus vicieux, c'est le poison lent, la toxicité chronique. De toutes petites doses, jour après jour, qui s'infiltrent et causent des dommages profonds sur le long terme. Un des mécanismes clés de ce poison lent, c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. Imaginez une éponge. Chaque jour, elle absorbe un peu d'eau sale, mais elle n'arrive pas à tout rejeter. Petit à petit, elle se sature de saleté. Eh bien, pour un organisme vivant, c'est pareil avec certains polluants comme les métaux lourds. Ils entrent, mais ne sortent pas, ou très lentement. Ils s'accumulent. Et là où ça devient vraiment effrayant, c'est que ça crée un effet boule de neige qui remonte toute la chaîne alimentaire. C'est la biomagnification. Le plancton est un peu contaminé. Un petit poisson va manger des milliers de planctons, donc il concentre le poison. Un plus gros poisson mange des centaines de petits poissons et concentre encore plus. Et au sommet de la chaîne, eh bien, la concentration peut être des milliers de fois plus élevée que dans l'eau au départ. Le crime est donc complexe, insidieux, souvent invisible à l'œil nu. Alors comment fait notre détective, l'écotoxicologue, pour trouver des preuves? Il va se tourner vers des témoins très très spéciaux. Et c'est la grande question en fait. Quand on a un poison qui n'a ni couleur ni odeur, comment savoir qu'il est là? Et surtout, à quel point il est dangereux? On peut faire une analyse chimique pour savoir ce qu'il y a dans l'eau, bien sûr, mais ça ne dit pas l'effet que ça a sur le vivant. La solution, c'est d'utiliser la nature elle-même. On fait appel à des bioindicateurs. Ce sont des organismes vivants qui agissent comme des lanceurs d'alerte, des sentinelles. Leur état de santé, leur comportement, ou même juste leur présence ou leur absence, tout ça, ce sont des indices précieux sur la qualité de leur milieu. Ce sont les témoins silencieux du crime. Et parmi tous ces témoins potentiels, il y en a une qui est une véritable star, une célébrité utilisée dans les laboratoires du monde entier. C'est un tout petit crustacé d'eau douce, la daphnie. Son nom scientifique, c'est Daphnia magna. Mais alors pourquoi elle? Pourquoi cette Daphné en particulier? Eh bien, c'est le témoin parfait, elle coche toutes les cases. Elle est petite, facile à élever, elle se reproduit très vite, ce qui permet de voir les effets sur plusieurs générations rapidement. On connaît sa biologie et sa génétique sur le bout des doigts, et surtout, elle est hyper sensible à plein de polluants différents. C'est tellement fiable que son utilisation est standardisée au niveau international. Un test fait à Paris donnera des résultats comparables à un test fait à Tokyo. Alors comment on interroge notre témoin? Le test de base est assez simple dans son principe.
On prend l'eau qu'on veut analyser et on en fait plusieurs dilutions, de la plus concentrée à la moins concentrée. On met de jeunes daphnies dans chaque échantillon, on attend 24 ou 48 heures et on observe. On regarde tout simplement combien de daphnies ne bougent plus. Si elles sont immobiles, c'est un signe clair de toxicité. Voilà, l'interrogatoire des témoins est terminé. On a les résultats. Maintenant, il faut analyser leurs témoignages, interpréter les données. C'est le moment pour notre détective de rendre son verdict sur la dangerosité de l'eau. Et pour ça, on utilise un chiffre clé, la CE50, concentration efficace 50. En clair, c'est la dose de polluant qui a rendu immobile la moitié, 50%, de nos daphnies. La logique est très simple. Moins il faut de produit pour atteindre ce chiffre, plus ce produit est toxique. Si une seule goutte dans une piscine suffit, c'est extrêmement dangereux. Une CE50 très basse, c'est un très mauvais signe. Et pour être encore plus précis, notamment pour fixer les lois, on utilise 2 autres seuils. D'un côté, la NOEC, c'est la zone verte si on veut. C'est la concentration maximale testée où il ne se passe absolument rien, 0 effet. Et juste au-dessus, on a la LOSC. Là, on passe à l'orange. C'est la toute première concentration, la plus faible, où on commence à observer un effet. C'est entre ces 2 bornes que tout se joue pour la réglementation. Et au final, toute cette enquête nous ramène à une phrase très célèbre énoncée il y a des siècles par le médecin Paracels, c'est la dose qui fait le poison. L'eau peut contenir plein de choses, mais c'est leur concentration qui va déterminer si c'est dangereux ou non. L'écotoxicologie, notre détective, nous donne précisément les outils pour mesurer cette dose et comprendre ses effets. Alors la question qui reste, et elle est cruciale, c'est, une fois que le verdict des scientifiques est rendu, est-ce qu'on agit assez vite pour protéger cette ressource si précieuse ?